Merci beaucoup. Donc je me présente Yann Le Prado, je suis directeur général adjoint de Art Graphique et Patrimoine que je vais vous présenter très rapidement avant de donner la parole à mon collègue Thomas qui est ingénieur commercial et qui va vous présenter en détail ce qu'on fait dans le cadre de cette journée, de ce qui va nous intéresser. Art Graphique et Patrimoine a été créé il y a 30 ans par Gaël Hamon, qui est un tailleur de pierre qui a eu une intuition génial à l'époque, qui était de se dire que son environnement métier allait se digitaliser, se numériser, et sur la base de cette intuition, Art Graphique et Patrimoine s'est effectivement beaucoup développé pour devenir aujourd'hui le leader français de la numérisation 3D du patrimoine bâti et des œuvres d'art. Donc on est aujourd'hui référent dans ce métier auprès des architectes des monuments historiques, auprès d'un certain nombre d'institutions, de sites patrimoniaux, de collectivités locales, j'en passe. Sur la base de ce premier métier, de ce premier cœur de métier, de cette première expertise, on a également développé un deuxième cœur de métier qui est la médiation culturelle numérique. Donc c'est tout ce qui est application de réalité augmentée, réalité virtuelle, là encore pour les musées, les châteaux, les collectivités locales, les sites touristiques. Donc on développe énormément de choses pour des clients aussi prestigieux que le Mont-Saint-Michel, le Théâtre Antique d'Orange ou d'autres. Et l'ensemble de ces expertises-là nous ont aussi poussé à développer beaucoup de R&D, puisqu'on ne trouvait pas forcément sur le marché les logiciels ou les pratiques qui nous permettaient d'aller plus loin dans ce qu'on voulait faire. Et aujourd'hui, eh bien, on arrive à mettre ces expériences, ces métiers au service de la production audiovisuelle pour proposer des jumeaux numériques qui vont s'inscrire dans des décors virtuels. Et c'est Thomas qui va vous expliquer comment est-ce qu'on procède pour arriver à ça en partant de la taille de pierre il y a 30 ans. Alors, je tiens à préciser que Gaël Hamon est un ami, parce que je suis aussi moi-même compagnon tailleur de pierre. Donc c'est deux potes qui se sont rencontrés, puis qui on a créé la boîte. Gaël nous a jamais quittés dans le développement de l'école Méliès, et je tenais vraiment à remercier l'entreprise. Il nous envoie ses experts régulièrement pour pouvoir prolonger ce travail. Et ils ont préservé, entre autres, ce que tu as complètement oublié de dire, mais c'est pas grave, Notre-Dame. Si on n'avait pas le nuage de points de la charpente de Notre-Dame, et c'est grâce à eux qu'on l'a, on pourrait aujourd'hui difficilement reproduire à l'identique ce qu'on avait, et c'est eux qui avaient le nuage de points qui l'ont fait. Voilà. Merci Franck. Bonjour à tous, donc je m'appelle Thomas Guillet, je suis ingénieur commercial chez Art Graphique et Patrimoine, et je vais vous présenter en fait ce qui fait le cœur du métier d'AGP depuis 30 ans, comme vous l'a dit Yann, c'est-à-dire la numérisation 3D des monuments historiques. Donc en fait, la numérisation 3D des monuments historiques, ça se passe, c'est un sujet donc, que l'on maîtrise, que l'on connaît bien, et ça se passe en 3 grandes étapes. La première, ça va être l'acquisition des données terrain, qui pour moi représente 70% de la réussite d'une numérisation. On verra qu'avec une bonne acquisition de terrain, on se facilite la tâche en fait pour arriver à traiter les données et à réaliser des modèles très intéressants. Ensuite, donc, on a le traitement de ces données, puisqu'on a des données brutes issues de diverses méthodologies, donc traitement des données, et puis ensuite la génération de livrables. Donc, je vais rentrer dans le détail un petit peu de la première étape. Donc, chez AGP, on a plusieurs méthodologies d'acquisition. On va utiliser une multitude d'appareils, une multitude de techniques pour vraiment être le plus proche du sujet qu'on doit numériser. Donc on va utiliser la lasergrammétrie à l'aide de scanners 3D de différents types, scanners à décalage de phase, scanners à lumière pulsée, laser. On a la photogrammétrie terrestre et aérienne, pardon. Donc là, plus question de laser, mais plutôt d'appareil photo. Donc on verra on arrive à créer des modèles aussi rien qu'avec des photos. Ensuite, on utilise la technologie LIDAR. Donc là, vous avez une petite image qui peut le représenter. Si je veux vulgariser, c'est un petit peu comme si je mettais un scanner sur un drone. Ça va être utilisé plus dans de la numérisation de grande envergure. Donc on va être un petit peu moins sur du monument historique à proprement parler, mais c'est une technologie qu'on utilise. Et enfin, le pôle R&D, comme l'a présenté Yann, qui est très important chez AGP, puisqu'on s'est rendu compte que malgré les outils qui étaient à notre disposition, malgré les logiciels que l'on avait, on est obligé d'inventer des méthodologies d'acquisition
et d'inventer aussi des logiciels de restitution, notamment dans le nettoyage des nuages de points, parce que ce qui nous était proposé ne correspondait plus à nos attentes. Donc pour vous parler plus précisément de la lasergrammétrie, c'est la base. C'est la base de la numérisation des monuments historiques. Avec ça, il faut savoir que c'est essentiellement terrestre, la lasergrammétrie, puisqu'on peut le voir, c'est un scanner 3D que l'on va poser sur un trépied. Et avec ça, avec cet appareil-là, on va essayer d'aller absolument partout, dans tous les endroits du monument, pour ne laisser aucune zone d'ombre. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on se déplace des sous-sols aux toitures et que les spécialistes qui s'en occupent, qui sont chez AGP, qui sont géomètres et lasergrammètres, sont habilités à faire ce genre de relevé. Donc, comme je le disais, je vais rester ici parce que ça va être plus facile pour vous expliquer. Comme je le disais, la lasergrammétrie, on utilise un outil qui s'appelle le scanner 3D, qui est un outil de métrologie. Avec ça, on a une précision millimétrique sur les données qu'on récolte. Donc, on va le positionner avec tac, tac. Ah, mais très bien. Donc, on va le positionner en fait à divers endroits de notre numérisation. Alors ici, l'exemple que je vous ai pris, qui fera un peu fil rouge, c'est une petite église qui est dans le Lot-et-Garonne, une église en ruine. Et en fait, on se rend compte qu'on a positionné le scanner à tous les endroits où on a besoin pour obtenir une couverture maximale. Donc le laser fait un tour sur lui-même à 360, il vient scanner, littéralement numériser son environnement. Donc on verra, on peut faire du scan couleur ou du scan noir et blanc. On verra pourquoi on privilégie le scan couleur ensuite. Et donc on essaie donc du coup d'avoir une captation très exhaustive, un nuage de points fidèle à la réalité et qui ne nous permet aucune interprétation dans le rendu des modèles. Néanmoins, là vous pouvez vous rendre compte, par exemple ici, vous allez me dire oui mais on manque de points, on n'a pas toutes les données. Donc on va utiliser une deuxième méthode qui va venir compléter et qui est totalement complémentaire par rapport à la première. Donc la deuxième méthode, c'est la photogrammétrie. La photogrammétrie, ça aussi, qui est essentiel chez AGP. C'est-à-dire que donc les géomètres, lasergrammètres sont aussi photogrammètres et télépilotes drones. Donc ça nous permet d'avoir vraiment des experts à tous les niveaux. Donc là, il y a trois petits exemples. Il y a le salon de Diane à Versailles. Il y a ici l'abbaye de Clairvaux. Et enfin, un baptistère du IVe siècle du côté de la cathédrale de Fréjus. Donc c'est des méthodes. En fait, la photogrammétrie, ce qu'il faut savoir, c'est une méthode d'acquisition. C'est un ensemble de techniques qui vont de prise de vue qui vont permettre de réaliser un modèle 3D photogrammétrique, texturé, lui. Il faut savoir que pourquoi c'est complémentaire, parce que typiquement sur l'exemple que je vous ai présenté, on n'avait pas les points au niveau des arases, ici en haut des murs. Sauf que en utilisant la photogrammétrie, je peux avoir ce complément de données. Et je vais l'avoir en faisant une couverture globale de mon bâtiment. Donc j'ai une couverture lasergrammétrique et une couverture photogrammétrique. On utilise plusieurs techniques. Les techniques de photogrammétrie, on utilise la photogrammétrie convergente, divergente. Alors convergente, c'est plutôt en extérieur, quand on va avoir un bâtiment vers lequel les points de vue vont converger. Divergente, on va être plutôt en intérieur, sur des choses où, évidemment, l'endroit que l'on doit numériser nous entoure. Et on utilise aussi de la photogrammétrie dite parallèle ou stéréo, avec on va dire, des montées et des descentes, comme ça, de techniques de prise de photo en drone. On utilise aussi évidemment la photogrammétrie terrestre, puisque parfois
les lieux, les objets qu'on doit numériser sont évidemment n'ont pas nécessité d'avoir le drone. Donc pour un exemple comme ça, on est sur, voilà, je vous l'ai mis ici, 2400 photos en extérieur. Ici, et j'y reviens dessus, mais ici on est sur le dôme des Invalides, que je vous présenterai aussi tout à l'heure, qui fait donc 13 000 photos. Donc là, je crois qu'on est autour de 120 positions de scan, et 13 000 photos. Il faut savoir que ça nous permet de n'avoir donc aucune, là pour le coup, aucune zone d'ombre. On ne laisse, on n'a aucun sujet à interprétation, tout va être recouvert. Ce qui est important de dire aussi, c'est que la lasergrammétrie, comme je vous l'ai dit, nous apportait cette donnée millimétrique, cette notion d'échelle. En photogrammétrie, on l'a pas, cette notion d'échelle. Donc c'est pour ça que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que le modèle lasergrammétrique et photogrammétrique vont venir s'assembler pour former qu'un modèle, et qui lui va être fidèle et fidèle au réel. Important de dire aussi que la lasergrammétrie s'applique aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Là, je vous ai pris exactement deux exemples. En extérieur, on va être sur un environnement qui va être un environnement naturel, en termes de luminosité notamment. On ne va pas pouvoir évidemment interagir sur les nuages, le climat, voilà, tout. Donc on est sujet à ce côté naturel. Ce qui peut être parfois un avantage ou un inconvénient, puisque des fois, certains peuvent nous demander d'aller faire des photogrammétries à des heures très précises pour capter un tel type de lumière. Donc ça peut être intéressant d'avoir aussi, puisque comme ça va nous donner toute la texture derrière du modèle, c'est intéressant de pouvoir se dire qu'on peut intervenir aussi à peu près dans tous les moments de la journée, évidemment pas la nuit, ça ne fonctionne pas, mais donc on peut le dire comme ça, alors qu'en intérieur, on va être sur un environnement qui est contrôlable. En termes de lumière, on va pouvoir apporter de l'éclairage, on va pouvoir être plus facilement maître de ce que l'on va pouvoir numériser. Et oui, évidemment. Alors, pardon, j'oublie juste un petit détail, c'est que on utilise donc des appareils photo, drones et appareils photo classiques, haute définition, mais on privilégie tel ou tel matériel en fonction d'ABAC, de résolution spatiale, qui sont définis et qui nous permettent, nous, en fonction du rendu, de dire, bah, tiens, je vais utiliser tel drone avec telle définition d'objectif, de capteur, et en fonction du degré de finesse du rendu et du modèle 3D que l'on veut avoir. Donc une fois qu'on a fait ces deux types d'acquisition, lasergrammétrie, photogrammétrie, on va passer à la deuxième étape qui est très importante, c'est le traitement des données. Donc la toute première étape, évidemment, puisqu'on va le reprendre un petit peu dans l'ordre, ça va être le traitement des données laser. Le traitement des données laser, c'est le calcul de l'assemblage des différentes positions des scanners qu'on a fait. Donc je vais vous montrer sur le logiciel comment ça fonctionne. Ensuite, on va passer évidemment au traitement des images, puisqu'on fait une captation avec des images brutes. Donc derrière, on va pouvoir, à l'aide de mires colorimétriques, de logiciels de calibration de caméra, on va pouvoir venir régler, appliquer des réglages sur nos photos pour se rapprocher encore une fois le plus possible du réel et avoir un modèle qui soit le plus fidèle possible à la réalité. Et enfin, on va faire ce qu'on appelle l'assemblage du modèle lasergrammétrique et l'alignement des photos, donc ce qui est l'assemblage des deux modèles qui sont lasergrammétrique et photogrammétrique. Donc je vais vous montrer. Hop. On va passer par là. Si vous voulez venir. Évidemment que non. Là, c'est pas un plantage, c'est qu'il ne veut pas y aller. Voilà. Donc là, on revient sur notre projet de l'église. Donc on est exactement sur l'illustration que je vous ai montrée. Ici, on est sur le calage des données laser. Donc tous les points que vous voyez, les points rouges, sont évidemment les stations qui ont été faites. On voit de suite, donc là je ne vais pas vous faire le calcul en direct, hein, ça prendrait un petit peu de temps, mais on voit de suite qu'on peut avoir déjà
on peut avoir déjà, voilà, toute la notion de nuage de points. Hop. Donc là, on a fait une captation couleur. Donc tout ce que vous avez ici, ce sont tout ce qui a été capté par les différentes positions de scanner. Donc là, on n'est que sur les données de lasergrammétrie. Là, on Et est ça s'appelle une ortho-image, c'est ça? Ah non, Non, c'est non, pas non, ça. là on est sur un modèle 3D, on est sur un nuage de points. Je fais l'élève exprès pour que tu... D'accord, eh bien, c'est très bien. Non, non, on est sur un nuage de points. Il faut savoir que le laser capte des millions de points. Chaque position, c'est plusieurs millions de points. Donc sur un dossier, hop là, sur un dossier comme ça, on est sur, évidemment, on est sur plus d'1 milliard de points. On est à 1 milliard 500 millions de points pour 70 stations qui ont été réalisées. Donc en fait, nous, ce qui va être le but de cet assemblage, c'est de créer des liens entre chaque position de scanner. Mais évidemment, il y a des problèmes d'affichage qui ne sont pas normaux. Hop. Désolé, hein, il y a des petits problèmes d'affichage, je pense, c'est le grand écran qui a du mal avec les icônes. Mais oui. Tac, tac. Je voulais afficher les liens, mais je ne peux pas. Donc, je rentre par exemple dans une position, et là, ce que j'ai, c'est... on pourrait croire que c'est de la photo, mais non, c'est que du nuage de points. Donc c'est en fait, il y a du nuage de points sur lesquels on applique la notion de couleur. Donc en fait, on a vraiment, on est dans le nuage de points et on a une précision donc millimétrique sur l'ensemble des positions. Je repose ma question. Est-ce que là, il y a encore une fois sur la lasergrammétrie appliqué la photogrammétrie? Non. Non. On n'est que sur la lasergrammétrie. Là, on n'est que sur la lasergrammétrie. On a, sur ce type de scanner, on fait de la captation aux photos, mais qui va être plus pour de la visite virtuelle, mais qui est... non, on n'est pas sur la photogrammétrie. J'aurais juste aimé que le logiciel puisse me permettre d'afficher les liens. Et évidemment, il n'a pas envie, puisque les icônes d'affichage ne veulent pas. Voilà, donc c'est très facile. En enlevant PowerPoint, ouais, ça peut être une... Je sais pas. Si... Non. Hop. Vous pouvez rentrer, hein, allez-y, hein, pour les retardataires. Comment se faire afficher en 10 secondes? Non, non, ça n'a pas l'air de... Bon, c'est dommage, parce que... Bon, enfin, ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas, alors que ça marchait très bien quand j'ai commencé. En fait, ce qu'on va créer, c'est des liens entre les stations. Et le but, c'est qu'on n'ait que des liens verts. Et donc, je vous montre à droite les résultats. Donc, on a sur la totalité du cheminement, on appelle ça un cheminement. Quand on fait des liens entre les stations, on a la solidité de nos mesures, puisqu'en fait, on assure une couverture entre chaque position de scanner. Donc on a un recouvrement de 68%, une force des liens qui est à 68% également, et une erreur globale qui est de 4 mm, ce qui est dérisoire pour un bâtiment, un monument historique. Tac, tac, j'en étais ici. Donc ce qui est important de dire, c'est que en fait, on a issu de ça, on va avoir donc le nuage laser, qu'on appelle le nuage 3D, nuage de points, lasergrammétrique, qui va nous servir de base à notre calage des photos. Je vais vous montrer un exemple de traitement de photos. Donc, tac, je repars ici. Donc on repart sur le traitement des images. Donc là, je vous ai fait un petit avant-après. C'est une captation qui a été faite pour des vitraux. Donc on voit à gauche
on a très bien le côté brut de l'image. On a une image qui est un petit peu cramée en colorimétrie, qui n'est pas du tout équilibrée, sur lesquelles il manque énormément de détails. Et en fait, on se rend compte qu'après traitement, on arrive à révéler tous ces détails et à se rapprocher beaucoup plus du réel et de la réalité. Donc le vitrail, évidemment, il ressemble plus à l'image de droite qu'à l'image de gauche. Donc c'est très très important de passer par ce traitement d'image, puisque derrière, on va se rapprocher avec les textures de la réalité. Ensuite, donc, si vous vous souvenez de ma petite slide précédente, on passe à l'assemblage du nuage de points et des photos, une fois qu'on a fait les deux traitements. Donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, de ce qui nous intéresse. Voilà, donc par exemple, ici, une fois que j'ai fait mon assemblage laser, une fois que j'ai mis mes photos, ici on utilise Reality Capture. Alors il faut savoir qu'on utilise énormément de logiciels de photogrammétrie. Ça peut être Context Capture, ça peut être Metashape, en fonction des besoins, parce que là encore on a plusieurs solutions qui nous permettent d'arriver au meilleur résultat. Donc ici les petits carrés noirs là que vous voyez, les petits cubes noirs que vous voyez, ce sont toutes les positions de scanner. Elles reprennent en fait toutes les positions de scanner qui étaient les points rouges sur le logiciel de lasergrammétrie. Tous les carrés noirs que vous voyez, par contre, c'est la couverture photo. Donc la couverture photo, on va pouvoir constater qu'elle s'aligne parfaitement. Voilà, on a ce genre de choses. Donc là, ça nous montre les liens que l'on a entre les photos et les scanners. On voit qu'on a des très grandes forces de lien entre chaque photo et chaque scanner. Donc le but est de faire vraiment cette couverture globale. On a une couverture globale laser. Disons, je ne suis pas aidé par la technique là. On a une couverture globale laser, on a une couverture globale photo, et donc ça nous permet d'être très précis. Cet assemblage, il est faisable et il est possible, puisque je vous l'avais dit, je vous le rappelle, qu'on a fait la captation en couleur. Donc le fait de capter les données scanner en couleur nous permettent de venir aligner beaucoup plus facilement les photos dessus. Donc derrière, on a ce genre de modèle. Donc là, sur l'église, je vais enlever les photos pour que vous puissiez voir un petit peu plus facilement. Hop. Et donc, les modèles sont lourds, hein. Donc, ils sont lourds et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour l'instant, ils ne sont pas optimisés. Donc, en fait, là, vous voyez qu'on a un modèle 3D qui est la réplique parfaite de ce qui existe sur le terrain. Donc, on a vraiment tous les détails de l'appareillage de pierre. On peut avoir, donc ça sert énormément, évidemment, d'un point de vue technique, mais d'un point de vue un peu plus artistique, puisque c'est le sujet qui nous rassemble un peu aujourd'hui. C'est très intéressant de se dire qu'on peut avoir une copie parfaite d'un monument qui existe et de pouvoir le réutiliser comme ça en post-production à volonté. Alors c'est pas que en post-production, ça peut être aussi en temps réel. Dès justement la fabrication du projet et justement pas que à la fin. Et c'est pour ça qu'il y a des gens du cinéma aujourd'hui qui doivent se poser ces questions. C'est que ces questions, pour répondre à un besoin de narration d'un long métrage, une série, il faut y penser dès le début. Et il faut le travailler dès le début. Donc plus il y aura de directeurs de prod ou de réalisateurs, de producteurs qui se poseront ces questions en amont, et moins il y aura de problématiques sur la partie post-production justement. Voilà. Et par exemple, pour l'exemple du fond LED, on va en parler cet après-midi, c'est typiquement le genre de modèle qu'on pourrait mettre sur des fonds LED pour filmer devant ou à l'intérieur. Voilà. Alors, et c'est vrai, alors je parlais surtout de ça, mais c'était surtout pour dire qu'en l'état, là on est sur des modèles un petit peu bruts, et c'est qu'en l'état, pour le temps réel, il faut un petit peu les retravailler pour qu'ils puissent être tout à fait utilisables en temps réel également. Donc voilà le type de rendu que l'on peut avoir. Donc une fois qu'on a fait ça, on va être sur la génération de livrables.
Donc les livrables, il y en a 3 types qui peuvent vous intéresser. C'est tout d'abord le nuage de points. Le nuage de points, c'est finalement la combinaison du nuage lasergrammétrique et du nuage photogrammétrique. C'est pas tout à fait ce qu'on a vu. Là, moi, je vous ai présenté un modèle 3D. Si on veut le nuage de points, voilà, on est plutôt sur quelque chose comme ça. Donc le nuage de points, c'est ça peut permettre de faire des prévisualisations, de faire des précalages, des calages caméra, où ça va permettre aussi de pouvoir créer des modèles, des décors réels à partir du nuage de points, puisqu'on a cette notion d'unité, de mesure et d'échelle. Donc ce qui peut être très très intéressant. Ensuite, donc on est sur un type de livrable qui va être le modèle photogrammétrique 3D dit brut, puisqu'en fait, il n'est pas exploitable en l'état en temps réel, parce qu'il va être trop lourd. C'est-à-dire qu'il a beaucoup trop de faces de triangles, et donc du coup, il ne va pas être exploitable en l'état. Donc du coup, et il en reste pas moins une étape incontournable pour pouvoir créer du modèle optimisé pour le temps réel. Donc le modèle optimisé pour le temps réel, il va y avoir un retravail du maillage, un retravail des textures, pour vraiment pouvoir l'intégrer dans du temps réel. Je vous ai pris un exemple très simple. Là, vous avez le maillage, un petit peu comme je vous l'ai montré à l'instant sur l'église. Il est à 35 millions de triangles. On va l'optimiser pour passer à 5 millions et pour passer à 1 million. Et vous aurez raison de me dire que celui de 1 million, il est moins joli que celui de 35 millions. Oui, parce que nous, ce qu'on veut, c'est ça, mais on veut que ça tourne comme celui-là. Mais en fait, on se rend compte qu'en retravaillant, en optimisant comme ça les maillages et en retravaillant les textures, alors c'est pas un copier-coller, hein, mais j'ai évidemment les 3 mêmes textures. Donc d'un modèle qui va être à 35 millions, qui est très lourd, qui va être, on va dire, en full qualité, puisqu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la surqualité, pratiquement, un modèle le plus fidèle et en surqualité, pour que, lors de l'optimisation, on n'en perde pas de la qualité. Donc ça, c'est important. C'est de dire qu'on a vraiment le fait d'être qui peut le plus, peut le moins. Donc à chaque fois, on va essayer, on fait le meilleur modèle possible, le meilleur rendu, pour avoir un modèle optimisé qui soit le plus fidèle aussi possible à la réalité. Et après, c'est le jeu des normal maps, de la carte de texture qui crée le faux relief à la surface des objets, qui va ajouter du détail sans alourdir le modèle. Donc ça, je pense que je parle à plus des experts que moi sur le sujet, mais voilà. Autre moyen d'optimisation, c'est le delighting, puisque Yann vous l'a dit aussi, on fait de la numérisation d'objets. Si j'ai le temps, je vous présenterai une petite vidéo parce que je ne pourrais pas m'étendre dessus, mais on fait de la numérisation d'objets. Donc là, on est sur un objet sans delighting qui a été donc capté par un autre type de scanner, une photogrammétrie. Donc on est sur de la lasergrammétrie, on est sur de la photogrammétrie, on est sur les 2 mêmes méthodes d'acquisition. Par contre, en termes de traitement, pour que il soit intégré dans un modèle temps réel, nos infographistes chez nous, ils viennent retraiter tout ça, retraiter ces textures, et ça permet de pouvoir intégrer dans le nouvel environnement l'objet pour qu'il puisse réagir à l'éclairage ambiant. Est-ce qu'il te reste beaucoup de temps, enfin, parce qu'en fait, ton temps est épuisé. Ah, Mais... déjà. Tu voulais montrer une vidéo pour conclure, tu voulais. Ouais, je voulais juste des questions. Je voulais juste conclure rapidement, mais il y avait quand même quelques trucs que je voulais dire. Vas-y, continue. Donc oui, donc en conclusion, il faut savoir que nous, on n'a pas une seule méthode d'acquisition, on en a plusieurs chez AGP en fonction du lieu, en fonction des besoins. Ce qu'il faut dire aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que on va créer des modèles 3D prêts à être intégrés dans les moteurs de rendu temps réel, ce qui représente évidemment un avantage économique, logistique
puisque nous, quand on se déplace, on vient faire de la numérisation, on est 2, 3, ça dépend par équipe, mais c'est pas toute une équipe de tournage qui se déplace, c'est important de le dire. Et qu'on a aussi des facilités d'accès, puisque étant donné que ça fait 30 ans qu'on fait ce métier, on a des 3000 jumeaux numériques qui sont déjà été créés, on a des facilités d'accès dans les bâtiments, puisqu'on est connu comme étant les leaders français de la numérisation des monuments historiques. Je voulais juste passer rapidement sur quelques exemples pour vous montrer que, par exemple, là vous avez à votre gauche le modèle 3D photogrammétrique d'un clocher, et à droite la photo qui a été prise. Donc c'est pas un copier-coller, hein. On est vraiment sur le modèle 3D à gauche et la photo. Donc on arrive à faire des choses qui sont plus que proches de la réalité, hein. On est clairement dans la copie du réel. Autre exemple, le petit monument des combattants à Toulouse, sur lequel on a fait une numérisation pour en faire une archive. Il y a aussi ce type de dossiers qui peuvent être intéressants, puisque là on est totalement sur autre chose, on est sur un château qui est dans les gorges du Verdon, qui domine une vallée, et donc là clairement on a fait la numérisation, ça ne s'arrête pas qu'au monument, mais ça peut être tout un environnement. Donc là tout ce que vous voyez, c'est pas une photo, c'est vraiment un modèle 3D, et pour lequel on a des restites qui sont intéressantes. En intérieur, vous reconnaissez peut-être, c'est donc Notre-Dame de Paris après l'incendie. Il y a eu des campagnes de photogrammétrie complètes après l'incendie pour la préservation. Les Invalides, connus aussi. Là, je voulais juste quand même vous montrer le modèle 3D, puisque lui, je l'ai sous les yeux. Donc là, on est vraiment sur un modèle 3D, hein. On est vraiment sur de la grosse qualité. Donc c'est celui dont je vous parlais. Il y a 13 000 photos qui ont été prises là-dessus. Toutes les chapelles ont été numérisées, en l'état, c'est pas un modèle optimisé temps réel, puisque c'est quand même un modèle assez lourd, et c'était pas les besoins de la cause lors de cette demande. Mais vous voyez le degré de précision qu'on peut atteindre sur ce genre de monument. On a aussi une chapelle sur laquelle on a fait de la restauration de vitraux. Voilà, là encore pour vous montrer un petit peu le type de rendu qu'on peut avoir. Et le salon de Diane. Salon de Diane à Versailles. Donc là, je crois que c'est une photo qu'on m'a mis, mais tac, tac, tac. C'est écrit photo. C'est écrit photo tout à fait. Mais hop, c'est écrit photo, mais je crois que c'est le modèle en fait. Pardon, je voulais la faire, hein. Elle était facile, elle est venue, mais il est de très très haute qualité. Donc vous voyez ça, typiquement, on a des choses qui peuvent être assez bluffantes en termes de rendu et en termes de 3D. Voilà, en gros. Donc, écoutez, je vous remercie. Merci bien, merci Frédéric, Merci à toi. merci Franck. Merci beaucoup Thomas. Je voulais juste faire une petite phrase de conclusion avant vos éventuelles questions. On a vu beaucoup de techniques. Thomas vous a montré des logiciels, des matériels, etc. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que derrière la technique, il y a une expertise humaine, il y a des points de vue, il y a des décisions qui sont prises, il y a des choix, il y a des arbitrages, que ce soit quand il faut poser un scanner à un endroit, pourquoi est-ce qu'on pose à cet endroit et pas à un autre endroit. Pourquoi est-ce qu'il faut delighter de cette façon, pas de cette façon-là, etc. Et il y a un énorme travail, parce que moi je suis en copie des fils de mails, de Teams, de autres, des équipes sur les projets, et c'est hallucinant l'expertise humaine qu'il y a derrière. Ça a l'air simple, on se dit tiens, je vais acheter un scanner, je vais acheter un logiciel, et puis ça va se faire tout seul, et puis je vais avoir mon modèle. C'est un peu plus compliqué que ça, et je trouve que ça se voit pas assez l'excellente présentation de Thomas, mais il y a une vraie expertise, ça fait 30 ans chez nous qu'on la développe. Il y a de la R&D qu'on ne vous a pas montré ici sur des logiciels internes, notamment sur du nettoyage de points, parce que les logiciels qui sont aujourd'hui sur le marché ne sont pas suffisants. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment la spécificité d'AGP, c'est d'aller le plus loin possible et au-delà des besoins de nos clients. Et c'est ce qu'on est aujourd'hui en capacité de
de proposer au secteur de la production du visuel. Merci. Tu l'as dit, c'est 30 ans d'expérience, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Pardon. Oh, je vais tourner. Non, moi j'ai juste une question, c'est combien de temps, par exemple pour l'église, combien de temps vous mettez pour la scanner? Alors là, l'église, ça a été fait en 2 jours. Voilà, en gros. En 2 jours. Alors, 2 jours, on est sur 2 jours d'acquisition. On est sur une journée de lasergrammétrie en gros, une grosse journée de photogrammétrie. Après, évidemment, vient toute la phase de traitement. Donc, la phase de traitement, on est quasiment sur du 1 pour 1, à peu près. Donc, si je mets 2 jours, je vais mettre 2 jours à peu près de traitement. Après, il y a évidemment du temps machine qui vont, parce qu'on a un peu des bêtes de course chez Art Graphique et Patrimoine, et où on a des ordinateurs qui ne s'arrêtent jamais. Voilà, pour traiter toute cette donnée, il faut s'imaginer qu'on a des très gros serveurs et on a vraiment les machines adéquates pour pouvoir traiter et gérer toute cette donnée. Parce qu'en fait, oui, qu'on parte alors évidemment sur l'église, 2000 photos, 2400 photos, ça reste pour nous, hein, je le dis pour nous, hein, un petit projet. 13 000 photos, on est sur déjà un gros projet. Il faut quand même les bécanes derrière qui puissent s'assurer. Donc voilà, étant donné qu'on a ça, on est à peu près sur un point. Une question très technique. Demain, je veux tourner dans une ville étrangère et j'aurai besoin de beaucoup de fonds pour pouvoir utiliser sur les fonds verts ou numériques. Et qui dois-je emmener avec moi pour, par exemple, une semaine de prise de vue? Pour déjà, il faut savoir qu'on intervient aussi puisque le patrimoine, il n'est pas que français, hein, donc on intervient aussi à l'international. Les grottes de Baraba. Exactement, on en a fait, il y en a eu. Et donc, alors pour le coup, il faudrait amener, je pense, une seule personne, ou 2 personnes, évidemment, mais qui vont être assez occupées hein, pour une semaine de captation. Voilà, il y a toujours, donc c'est un géomètre lasergrammètre qui est suppléé du photogrammètre et télépilote drone. Alors chez AGP, c'est souvent la même personne, cette personne est souvent la même personne, mais on travaille évidemment en binôme ou en trinôme, et donc il faut avoir 2 personnes avec soi pour avoir l'efficience d'une acquisition complète. Évidemment. Voilà. J'ai 3 petites questions. La première, c'est, vous avez dit tout à l'heure qu'en lasergrammétrie, ouais. merci, il n'y avait pas de couleur. Or, on a vu que les nuages de points avaient des couleurs. Est-ce que c'est corrélé avec l'image qui est prise à ce moment-là? Ça, c'est ma première question. Oui. La deuxième question, c'est quand vous faites une couverture avec des drones autour, par exemple, d'un bâtiment comme ce qu'on a vu tout à l'heure, est-ce qu'il y a une stratégie pour le placement? Est-ce qu'il y a des placements automatiques ou est-ce que c'est fait, entre guillemets, à l'oreille au moment de la capture? Et ma troisième question, c'est quand vous faites un lidar, où est-ce que vous, humainement, vous vous planquez, vous vous couchez au sol pour pas qu'on vous voit Voilà, merci. Oui. Alors c'est très juste. Alors là, pour répondre à la première question, le laser peut capter en couleur ou en noir et blanc. Donc ça c'est vraiment un choix qu'on fait. Et nous on choisit pour les besoins après de la restitution du modèle 3D de le faire en couleur. Donc ça va nous assurer des liens entre la captation photo et la captation laser. Puisqu'en fait, les logiciels s'alignent sur les images qu'ils arrivent à créer. Donc il y a cette notion de captation couleur. Nous, on va capter en couleur dès lors qu'on a un décor à faire. Voilà, c'est clairement. Ensuite, pour la deuxième question, il existe donc 2 types de vols. Je ne suis pas rentré dans le détail du survol drone, mais 2 types de vols, le vol automatique, le vol manuel. Nous, on va privilégier le vol manuel, puisque c'est l'opérateur qui va choisir ce qu'il veut prendre en photo. Et donc sur le choix aussi de où je positionne mon drone, on va le faire en extérieur pour éviter les aberrations de lumière et autres. On va essayer de suivre le soleil autant que faire se peut. C'est-à-dire que on va commencer à l'est, on va passer sur pour avoir un modèle qui va ressembler le plus possible au naturel. Là aussi, il y a toute une on va essayer de ne pas commencer à faire décoller le drone avec le soleil en pleine
en pleine figure. Donc on va essayer, voilà, comme ça, d'avoir. C'est pour ça qu'on travaille en manuel pour l'acquisition en drone. On travaille aussi en automatique, mais ça va être sur du plus grande envergure. Et enfin pour le lidar, alors c'est aussi vrai pour le lidar et pour le scanner. Il est évidemment que soit quand le scanner tourne, on tourne avec lui pour pas qu'il nous voie, c'est sûr, ou on se met en dessous, ou alors on change de pièce si on est à l'intérieur, ou on se cache typiquement. Pour le lidar, c'est un peu moins vrai parce que il est assez haut, il prend des points. Et puis il faut savoir aussi qu'on a comme l'a dit Yann, on a on a des logiciels de nettoyage de points et tout ce qui va être pas intéressant, les artefacts, tout ce qui va être de l'objet mobile. Donc ça peut être du public, ça peut être des gens qui vont passer devant le scanner. On va pas dire à tout le monde arrêtez tout, voilà. Nous, il y a des nettoyages automatiques qu'on a créés, qu'on a développés chez AGP et qui nous permettent d'avoir déjà d'alléger les nuages parce que chaque point est un poids supplémentaire. Et donc du coup, on est clairement sur de l'optimisation à chaque fois. Ouais, si demain je tourne un film et que j'ai besoin justement du décor de l'église qu'on a vu, alors je me rends bien compte du travail que ça représente, mais j'ai du mal à me représenter du coût. Combien ça me coûte d'avoir le modèle de l'église pour le mettre sur des écrans LED derrière ensuite? Je vais peut-être laisser Yann vous répondre à ce sujet. Moi, je dirais déjà en première lecture, parce que j'ai expertisé quelques projets comme ça avec AGP, ça dépend ce que tu vas faire en fait. Ça dépend toujours la taille, ça dépend. Il y a beaucoup de paramètres. C'est une question qui est pas. Effectivement, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre très précisément. Mais la première chose qu'on peut dire, c'est que ça coûtera toujours, je dis bien toujours, forcément moins cher qu'un tournage en live avec une équipe sur place, avec des paramètres météo qui ne sont pas contrôlés. Etc., etc. Donc on est dans une économie qui de toute façon n'a rien à voir avec le fait d'avoir une production physique sur site, sur laquelle derrière en plus il y a la post-prod, machin, etc. Donc les typologies de prix qu'on a, alors elles dépendent énormément de choses, de la demande qu'on a, du livrable qu'on fait, de la précision du bâtiment aussi lui-même. C'est pas pareil si on fait Versailles que si on fait la petite église, voilà. Mais dans tous les cas, je connais les échelles de prix, elles sont, comme je viens de l'audiovisuel aussi, j'ai passé 20 ans dans la prod, la distribution et les médias, ça n'a rien à voir. On a deux questions qui nous sont venues de nos followers sur Internet. Est-ce qu'il vous arrive de travailler pour le patrimoine, l'archéologie, et est-ce qu'il vous arrive de travailler pour le jeu vidéo aussi? Alors pour l'archéologie, oui. C'est sûr qu'on fait du relevé archéologique, du relevé de fouilles, du relevé de grottes, de tout type de relevé, absolument. Donc du relevé d'œuvres d'art, du relevé absolument de tout ce qui peut être numérisable, on le numérise. Donc oui, pour l'archéologie, évidemment. Pour le jeu vidéo aussi, c'est arrivé pour le jeu vidéo, pour des grosses plateformes aussi américaines, pour pas les nommer. Voilà, on travaille pour de la réalisation de décors virtuels, donc c'est des choses qui sont qui font aujourd'hui partie. Alors il y a 30 ans, c'était que de la préservation monument et monument. Aujourd'hui, on se tourne vers le 2.0, j'ai envie de dire, et de la création de décors virtuels et ce genre de choses. Donc, oui. C'est complètement intégré parce qu'en fait, c'est eux qui forment en fait les élèves qui font des jeux vidéo de fin d'études. Donc oui, c'est déjà fait. On l'a fait sur une cathédrale. Donc voilà, les élèves travaillent avec vous pour ce genre de choses dans le jeu vidéo. Exactement. J'ai vite fait couper la question du storyboard. C'est un vrai sujet qui va être traité aussi cet après-midi avec la prévisualisation. Okay. Merci à vous. Merci bravo. Franck. Merci bravo, Frédéric pour l'invitation. Merci beaucoup. Et merci pour votre attention. Merci.